On va changer un peu de sujet, un peu, même si on reste un peu quand même dans le médical, un peu plus pur, avec le retour de ce congrès de Boston de la SLD, là, qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Et donc Michel Defouel, le professeur Michel Defouel, du service expert de lutte contre les hépatites virales d'Alsace, va nous faire un petit son retour à lui de la SLD. Oui, merci Frédéric. Vous avez le pointeur, c'est bon? Oui, oui, j'ai tout. Voilà, merci également à SOS Hépatite pour son invitation. Je crois que je la dois en grande partie à la complicité que j'ai avec Frédéric depuis quelques années. Et on pourra en discuter sur le partenariat qu'on a avec SOS Hépatite, qui est vraiment quotidien chez nous au niveau du service expert. Alors, les avancées pour les malades de la SLD, vous savez que c'est le congrès américain du foie. Le congrès européen est aussi important que le congrès américain maintenant, et la FEF est également en pôle position. Alors, c'est clair qu'il y a des milliers de résumés, il y a des milliers d'études, et en 20 minutes, je vais survoler quelques études. C'est un choix un petit peu personnel, mais j'ai essayé d'avoir un fil conducteur. Alors, une première étude que j'ai sélectionnée, c'est les résultats sur l'efficacité des molécules antivirales, j'allais dire les plus anciennes, le sofosbuvir, associé ou non au lédipasvir, et puis l'association AbbVie. Et ces études en vraie vie sont importantes parce qu'elles vous concernent directement. Et vous voyez que c'est une étude qui a été faite chez les vétérans américains, donc pratiquement 18 000 patients, donc c'est vraiment des bases de données fantastiques. Et vous avez la répartition des différents traitements en bas de la diapositive. Alors ce que vous voyez avec ces molécules dont on disposait initialement, vous voyez que les colonnes violettes, ce sont les patients qui sont infectés par un génotype G1. Et vous voyez, tous les chiffres sont au-dessus de 90%, 95%, qu'il s'agisse de l'Harvoni, donc, lédipasvir, sofosbuvir, ou qu'il s'agisse de l'association AbbVie. Vous voyez que l'ajout de ribavirine ne sert pas à grand-chose, si je puis dire, et de plus en plus, et dans les nouveaux schémas, la ribavirine est abandonnée. Vous voyez des bons résultats également chez les G4, et vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'ils sont en rouge sur cette diapositive, vous êtes en dessous de 90% pour les G3. Et vous êtes encore en dessous de 70% dans cette étude de vraie vie pour les patients G3 cirrhotiques pré-traités. Donc c'est vraiment une population qui a été qui est difficile à traiter, et je vais y revenir après. Alors pour les G1, vous voyez, quand on fait 8 semaines de traitement chez des patients éligibles, et j'ai repris les recommandations de la FEF, c'est-à-dire avec des patients naïfs qui n'ont jamais été traités, non cirrhotiques, et qui ont un ARN du virus de l'hépatite C qui est inférieur à 6 millions d'unités par millilitre. Alors vous voyez, c'est seulement, si je puis dire, 1975, mais vous voyez que la RVS12, donc la guérison virologique, c'est 95%. Donc c'est très bon. Donc des efforts à faire chez les patients G3, cirrhotiques, en particulier pré-traités, et c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné cette deuxième étude, qui concerne l'association Elbasvir, Grazoprevir et Sofosbuvir, donc chez des G3 cirrhotiques, naïfs ou pré-traités. C'est une évaluation d'efficacité et de tolérance de cette association. Et vous voyez, sur une durée de 8 à 16 semaines, on essaye de plus en plus, bien sûr, on l'a dit, Victor l'a bien dit, de raccourcir de plus en plus le traitement. Vous voyez que la cirrhose, elle est essentiellement confirmée par le fibroscan, dans 84%. Il y a 5 bras. Vous retenez juste, parce que je ne veux pas détailler tout ceci, vous voyez que la durée du traitement, elle varie de 8 semaines jusqu'à 16 semaines, qu'il y a des patients qui sont donc naïfs, d'autres pré-traités, et que dans des bras, on rajoute la ribavirine. Bien, vous voyez les résultats. Sur la partie gauche de la diapositive, chez les patients naïfs de traitement, sur la partie droite, chez les pré-traités. Je vous ai encadré les colonnes où on est à 100% ou voisin des 100%. Et vous voyez que c'est des schémas à 12 semaines avec cette triple association. Et vous voyez que quand on fait
l'ajout de la ribavirine, ça n'ajoute rien. On a essayé dans cette étude de rajouter la ribavirine pour diminuer la durée de traitement, mais vous voyez que les résultats sont un petit peu moins bons. Alors la tolérance, pour tous les antiviraux dont on dispose à l'heure actuelle, on va dire qu'elle est globalement bonne. Il y a quelques cas de cellulite et il y a quelques cas d'anémie. On a beaucoup moins d'anémie avec ces antiviraux à action directe qu'on en avait lorsque la ribavirine était associée à l'interféron pegylé. Alors ensuite, troisième étude, également les patients G3 cirrhotiques. Alors là, c'est une étude de phase 3, donc sur un nombre plus important. Et vous voyez qu'on a comparé une association, donc sofosbuvir, velpatasvir et voxaleprévir pendant 8 semaines, à une association donc sofvel pendant 12 semaines. Chez les patients G3 cirrhotiques, alors vous voyez que grosso modo, 30% des patients avaient eu un traitement antérieur. Et en termes de résultats, vous voyez, on est toujours au-dessus. On approche les 100% sans problème avec un traitement de 8 semaines et ces triples associations. Donc vraiment, vous voyez, quand on sépare les patients naïfs des patients pré-traités, et vous voyez ces patients pré-traités donc difficiles, vous êtes à 97% de réponse virologique soutenue, donc de guérison virologique. Donc on est vraiment maintenant, si je puis dire, au taquet. On n'est pas loin des 100%. Et vous avez également ici, en fonction, chez des patients, les résultats en fonction de la présence de mutations à l'inclusion. Ce n'est pas un gros problème, puisque vous voyez que les taux de réponse sont excellents, quels que soient les bras. Alors cette triple association de 8 semaines, vous voyez qu'elle est bien tolérée également, qu'il n'y a pratiquement pas 3% d'effets indésirables graves et qu'il n'y a pas de décès liés au traitement, Dieu merci, et que le seul décès qu'il y a eu était extérieur au traitement. Donc, très efficace, très bien toléré. L'intérêt de cette triple association, c'est que également, c'est pangénomique. Donc pangénotypique, donc 3 médicaments. Ça agit sur tous les génotypes. Et vous voyez que là, dans cette étude Polaris 4, on a comparé cette triple association à une double association. Et ça a été fait, je vous l'ai sélectionné volontairement, chez des patients, quel que soit le génotype, et qui étaient en échec d'antiviraux à action directe. Il faut penser également aux quelques échecs, même s'il y en aura pratiquement plus. Et vous voyez que c'est des patients qui avaient eu un schéma antérieur, soit par sophos plus ribavirine au début, plus le PEG interféron, on a encore connu cette époque, et puis soit sophos siméprévir. Eh bien vous voyez là encore des colonnes avec des RVS12, avec la triple association à 97% pour une durée de 12 semaines. Vous voyez, en fonction des génotypes, d'excellents résultats, quel que soit le génotype, avec cette triple association qui correspond aux colonnes violettes sur cette diapositive. Alors, je ne vais pas vous représenter des colonnes, parce que finalement, à chaque fois, je vous montre des colonnes à 95, entre 95 et 100%. On est au taquet, et je me suis un petit peu plus concentré, même s'il y a encore une étude dans une population particulière, je me suis un petit peu plus concentré sur l'épidémiologie, parce que ça m'intéresse, et puis en plus c'est une cohorte prospective française, ANRS et PAVI, vous voyez chez les patients co-infectés, donc c'est un coup d'œil pour les co-infectés, et vous allez voir la place du fibroscan. On a beaucoup souligné l'intérêt du fibroscan, bien sûr, pour l'évaluation initiale du degré de fibrose, mais le fibroscan a également un intérêt pronostique. Ça a déjà été montré chez les mono-infectés et c'est montré également chez les co-infectés, puisque vous voyez que les patients qui ont un fibroscan supérieur, une mesure d'élasticité supérieure à 12,5 kPa, ce sont les courbes en rouge. Vous voyez que la mortalité, toutes causes confondues, ou la mortalité liée au foie, est plus importante chez les patients qui avaient donc une valeur seuil supérieure à 12,5 kPa.
Alors on fait des analyses multivariées, c'est pour voir les facteurs indépendants les uns des autres. Et vous voyez que les facteurs qui sont associés à la mortalité toute cause, eh bien vous trouvez ici le fibroscan, hein, c'est très significatif. Et autre chose que vous trouvez, hein, qu'on est en train aussi d'étudier, hein, parmi les usagers de substances psychoactives, c'est le rôle du tabac. Et vous voyez que la mortalité, hein, le tabac est un facteur associé à la mortalité toute cause. Et quand vous regardez toujours en analyse multivariée, donc les facteurs qui sont associés à la mortalité hépatique, eh bien vous retrouvez encore ici le fibroscan et vous retrouvez les désordres métaboliques. Et c'est encore une étude chez les co-infectés, hein, qui souligne l'importance, hein, des désordres métaboliques, du syndrome métabolique, hein, dans la mortalité hépatique chez ces patients. Alors je fais juste un petit clin d'œil pour les insuffisants rénaux parce que je crois que c'est important. Il y a quelques études là-dessus et cette étude qui a étudié cette association, hein, glycaprévir, hein, pibrentasvir, hein, donc une combinaison pangénomique, hein, sans élimination rénale significative. C'est une étude ouverte, hein, et vous voyez qu'il repose sur une centaine de patients qui ont une insuffisance rénale sévère définie par un débit de filtration globérulaire inférieur à 30 ml par minute. Vous voyez qu'un peu plus de 40% avaient été pré-traités, hein, soit par l'interféron ou le sofosbuvir, et près de 20% avaient une cirrhose compensée. Eh bien, vous voyez encore là, et heureusement, 98%, hein, de réponses, hein, virologiques soutenues à la 12e semaine, ceci en intention de traiter, donc on approche toujours les 100%. Alors la réinfection, on en a parlé un petit peu, mais je crois que cette étude est intéressante. C'est une étude qui a été menée en Colombie-Britannique, et tenez-vous bien, 1 500 000 personnes testées, hein, et avec un test de dépistage de l'hépatite C. Et vous voyez qu'on arrive à près de 68 000 personnes, hein, qui ont une sérologie du VHC positive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont séparé leur population, soit il y avait une clearance spontanée du virus de l'hépatite C, c'est-à-dire ce sont des patients qui ont fait une hépatite aiguë à virus C, qui a guéri spontanément, hein, vous savez qu'ils gardent une sérologie virale C positive, hein, soit des patients qui ont eu une guérison virologique après un traitement, donc une RVS après un traitement. Et vous voyez que le taux de réinfection, hein, chez les patients qui ont eu une clearance spontanée, il est de 11%. Par contre, chez les patients qui ont eu une réponse virologique soutenue après traitement, il est seulement, si je puis dire, de 2%. Alors, ce qui est intéressant encore dans cette étude, c'est qu'ils ont fait également une analyse multivariée, hein, et vous voyez qu'il sort ici, hein, du point de vue des facteurs associés à la réinfection, vous voyez que sort la clearance spontanée, ici, hein. Et vous voyez également, alors ça c'est un facteur de moindre réinfection, c'est le traitement substitutif, hein, aux opiacés, hein, chez les patients usagers de drogue, qui sont également un facteur, hein, associé, hein, à cette réinfection. Alors il n'y a pas d'études, il n'y a pas de sous-groupe, hein, d'hommes ayant des relations avec des hommes dans cette étude, hein, mais ce qui est important, c'est que le taux de réinfection par le VHC il est plus élevé en cas de clearance spontanée qu'en cas et chez les usagers de drogue par voie intraveineuse, et que les traitements de substitution et les interventions de santé mentale en général diminuent le risque de réinfection. Donc je crois que c'est une belle étude sur une grosse population, hein, qui précise bien le taux de réinfection. Encore une fois, il manque juste le groupe des patients, des hommes ayant des relations avec les hommes. Alors vous avez ici, c'est la même chose, hein, avec le taux de réinfection, hein. Et puis, un petit clin d'œil sur la transplantation hépatique, parce que je crois que c'est important aussi, hein, à l'ère des antiviraux directs. Hein. Et dans cette étude, hein, vous voyez que 3 cohortes de candidats à la transplantation hépatique avec cirrhose décompensée ont été étudiés, qu'ils aient ou non du virus de l'hépatite C. Et vous voyez les différentes cohortes, hein, qui sont constituées. Hein, et la cohorte numéro 3, hein, la plus récente, si je puis dire, donc de patients inscrits au 1er janvier 2014, hein, c'est bien sûr la date à laquelle les antiviraux action directe étaient disponibles. Et ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une diminution de la mortalité sur liste de transplantation hépatique,
chez les patients qui ont une cirrhose liée au virus de l'hépatite C, c'est la partie gauche de la diapositive. Vous voyez une différence significative entre la cohorte numéro 2, le point rouge, et la cohorte numéro 3. Et puis, vous voyez qu'il n'y a pas une diminution de la mortalité sur liste chez les patients qui ont une cirrhose d'une autre étiologie que le virus de l'hépatite C. Et en fait, cette diminution de mortalité, elle s'observe essentiellement chez les patients qui ont un MELD initial qui est supérieur à 20, qui atteste de la gravité de la maladie du foie. Et là, on a une diminution de plus de 20% de la mortalité hépatique chez les patients inscrits en liste d'attente avec un MELD sévère. Donc vraiment, un gros intérêt aussi des antiviraux à action directe pour la diminution de la mortalité sur liste de transplantation hépatique. Alors, des choses un tout petit peu nouvelles qui sont intéressantes, c'est la possibilité d'une réactivation virale B durant ou après un traitement du virus de l'hépatite C par les antiviraux à action directe. Alors, cette information repose sur la base de données de la FDA. Vous voyez, entre novembre 2013 et octobre 2016, vous voyez qu'il y a eu 29 cas recensés de réactivation virale B. Vous voyez que ça touche aussi bien les hommes que les femmes, l'âge médian 58 ans. Vous voyez que le génotype, il est connu que pour 11 patients. Donc c'est vraiment du rétrospectif. Et vous voyez que l'antigène HBS, il a été déterminé, c'est 17 patients. Quand on dit qu'il faut faire du dépistage simultané des 3 virus, vous voyez qu'en pratique, du moins aux États-Unis, ce n'est pas toujours fait. Donc il y avait un antigène HBS positif chez 13 patients, négatif chez 4, et puis une faible replication virale chez 9 patients. Et ce qui est important, c'est que le délai moyen de réactivation, il est de 53 jours, donc entre 4 et 8 semaines. Et surtout, cette réactivation s'est traduite, dans ces cas recensés, par une insuffisance hépatique grave chez 3 patients, amenant au décès chez 2 d'entre eux et à la nécessité d'une transplantation hépatique chez un autre. En fait, il y a eu un retard diagnostique à la réactivation. Et donc 6 patients hospitalisés, la classe d'antiviraux action directe ne semble pas en cause. Et le message important, c'est que quand vous avez une hépatite C, vous dépistez systématiquement une hépatite B, dépistage simultané des 3. Et si jamais votre patient est porteur inactif du virus de l'hépatite B, en plus de son hépatite chronique à virus C, et que vous traitez cette dernière par des antiviraux à action directe, eh bien il faut, si vous avez une élévation des transaminases, et moi maintenant je monitore systématiquement l'ADN du virus de l'hépatite B pour voir qu'il n'y ait pas une réactivation virale. Donc ça c'est important. Et puis autre message, c'est la réactivation du virus de l'hépatite C chez les patients qui sont atteints de cancer. C'est également une étude prospective, observationnelle, vous voyez, chez 100 patients qui avaient un cancer, solide pour la moitié, hématologique pour l'autre moitié, qui étaient infectés également par le virus de l'hépatite C. Vous voyez que la réactivation virale, elle se définit, peu importe, par une augmentation de l'ARN du virus de l'hépatite C qui est supérieure à 1 log par rapport à la valeur à l'inclusion. Et cette réactivation peut se manifester également par des flares, c'est-à-dire des variations des transaminases qui peuvent dépasser 3 fois les valeurs normales ou un taux de 170 unités internationales par millilitre. Et vous voyez qu'une réactivation virale a été observée chez 23% des patients. Et parmi chez 23 patients, oui, ça fait 23%, excusez-moi. Et donc, il s'agissait d'un cancer hématologique, un lymphome en particulier, chez 78% d'entre eux. Et dans cette étude, ils ont étudié les facteurs prédictifs de réactivation, donc chez ces patients traités par chimiothérapie. C'est une analyse multivariée, donc ce sont des facteurs indépendants les uns des autres. Et vous voyez qu'une dose élevée de stéroïdes, l'utilisation de fluximab, l'utilisation des analogues de la purine et un ARN du virus de l'hépatite C à l'inclusion supérieure à 6 log sont des facteurs prédictifs de réactivation virale C. Donc, attention à cette réactivation quand il y a une chimiothérapie chez des patients ayant un cancer solide ou un cancer hématologique. Alors, je finirai par la NASH et le risque de carcinome hépatocellulaire. On vous en a beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a eu également 2 études sur le carcinome hépatocellulaire au cours des hépatites virales.
En 2 mots, vous savez qu'il y a un risque de carcinome hépatocellulaire dans l'hépatite chronique B, même traitée, hein, et même si les analogues permettent un contrôle de la multiplication virale, il reste un risque résiduel, hein, et une étude américaine a démontré que ce risque, hein, diminuait au fur et à mesure du temps. Pour le virus de l'hépatite C, vous le savez, que même s'il y a une RVS, il reste un risque également de carcinome hépatocellulaire. Et l'intérêt de cette étude, c'est qu'ils ont évalué ce risque au fur et à mesure du temps, hein, après réponse virologique soutenue, et qu'en fait, il peut y avoir des carcinomes hépatocellulaires qui apparaissent extrêmement rapidement, quelques mois après l'arrêt du traitement. Ça pose la question, est-ce que l'arrêt de la multiplication virale, l'utilisation des antiviraux à action directe, a-t-elle un impact sur la carcinogénèse? Et quand vous avez des carcinomes hépatocellulaires qui apparaissent très précocement après l'arrêt du traitement par les antiviraux à action directe, hein, ce sont généralement des formes assez prononcées, multinodulaires, et des formes graves de carcinome hépatocellulaire. Alors pour la NASH, puisque ça va être la pathologie émergente, hein, vous voyez, c'est les résultats d'une méta-analyse, hein, donc près de 170 000 patients inclus. Vous voyez que la prévalence du carcinome hépatocellulaire pour l'ensemble de la cohorte, hein, est de 12,4%, que la cirrhose soit liée à une NASH ou qu'elle soit d'autres causes. Et ce qui est intéressant, chez les patients non cirrhotiques, vous voyez qu'il y a une probabilité plus grande de développer un carcinome hépatocellulaire dans la NASH par rapport aux autres étiologies, que ce soit des étiologies virales ou alcool, et que chez les patients qui ont une NASH, il n'y a pas de différence significative pour le risque de carcinome hépatocellulaire entre les cirrhotiques et les non-cirrhotiques. Donc attention au carcinome hépatocellulaire chez les patients atteints d'une NASH, même s'ils n'ont pas de cirrhose constituée. Voilà le message important. Je vous ai résumé 11 études, hein. Vous voyez donc les antiviraux à action directe. Je crois qu'on est arrivé maintenant, Victor l'a bien dit, hein, à avoir des molécules extrêmement efficaces, très très bien tolérées. Le risque de résistance est vraiment minime, hein, vous l'avez vu, hein. Et puis je crois qu'il y a encore l'avenir, c'est le carcinome hépatocellulaire, je le confirme, hein. Et puis probablement la NASH, je dirais encore probablement la NASH plus l'alcool, parce que dans mon expérience, les NASH purs, il y a souvent un petit peu d'alcool avec. Voilà, pour la SLD, donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ne me demandez pas de vous résumer les quelques 2000 abstracts. Je ne sais plus combien il y en a, Victor, je ne me souviens plus, mais ils sont fort nombreux, et donc ce choix est un petit peu personnel et orienté en fonction de mon expérience. Voilà, merci encore. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà, je voulais remercier toute l'équipe. Alors, elle est moins importante qu'à Bordeaux, malheureusement. Hein. Ben, Frédéric, hein, vous le connaissez tous, hein, c'est le coordonnateur administratif du service expert. Alors, il y a une chose que je souligne toujours, c'est la nécessité d'une coordination. Et ce qui est fantastique, c'est une coordination médecin-patient. Ça marche bien, hein. On est vraiment complices, on va défendre tous nos projets auprès de la direction. Vous parliez tout à l'heure des financements. Je n'ai pas peur de demander des financements à l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas évident toujours, et ça passe obligatoirement par la direction des finances de l'hôpital. C'est dans la loi hospitalière, mais c'est totalement transparent, et nous avons un budget totalement transparent au niveau du service expert. Bon, Jean-Philippe, c'est le psychiatre addictologue, c'est un vieux complice, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Florence, c'est une infirmière d'éducation thérapeutique, merci Florence, elle est dans la salle. Florian, c'est lui, c'est l'attaché de sa chargée de recherche qui nous fait toutes les évaluations et les statistiques. Et puis Sylvie et Pauline, ce sont nos attachés de recherche clinique. Pauline, plus spécifiquement, elle est arc de l'étude hépataire que vous connaissez tous, hein, dont on attend beaucoup de résultats. Et merci encore à toute l'équipe. Ah, ça c'est la surprise. Et la surprise, voilà. Voilà, ça c'est le lien. Je crois qu'il faut tisser, hein, les réseaux, on en parle toujours. Hein. Alors je l'utilise assez fréquemment dans mes diapos quand je parle de la coordination des soins. Et c'est en fait un petit dessin de Tommy Ungerer, qui est un peintre alsacien, 85 ans, mais encore très vert, et qui fait encore
de très jolis dessins et qui a son musée à Strasbourg. Si vous venez à Strasbourg un jour, au marché de Noël notamment, puisqu'on est en pleine période, hein, vous pouvez visiter le Muséum Guéret, ça vaut le coup, il faut une petite heure, hein, et il y a beaucoup de choses très intéressantes. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'en avais. Oui, bonjour. Il y a quand même eu quelques résultats qui parlaient du traitement des enfants. Oui. Alors, je n'ai pas fait référence aux enfants, je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai aucune expérience chez l'enfant. Je crois que les résultats sont intéressants chez l'enfant. Je ne sais pas si Victor traite des enfants. Moi, personnellement, ce sont les pédiatres. Ils me demandent un avis, mais c'est exceptionnel, les hépatites C chez l'enfant. Moi, je suis quand même étonnée d'avoir vu qu'en 2016, Oui. il y avait un traitement qui était donc sofosbuvir, ça me semble normal, mais avec de la ribavirine. Quand Oui, on connaît les effets secondaires de la ribavirine, je trouve que ce n'est pas acceptable. J'aimerais d'ailleurs avoir... Alors, juste, afin de donner la parole à Victor, je crois que la ribavirine, enfin moi dans mon expérience, associée au sofosbuvir ou à des antiviraux à action directe, on a beaucoup moins d'effets secondaires. Je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement, que lorsqu'on utilisait la ribavirine avec l'interféron pégylé. Donc là, il y avait une potentialité entre les deux. Hein. Mais si tu as une expérience chez l'enfant, Victor... Nous, on en a traité quelques-uns. Alors, il faut faire attention au mot enfant déjà, parce que en général, c'est rare d'avoir un enfant jusqu'à 10-15 ans qui ait des lésions qui nécessitent un traitement urgent. Donc, je dirais plutôt traitement des adolescents. Et maintenant, on a des adolescents de 15 ans qui ont 1m90 et qui font 70 kg, donc qui ont une morphologie d'adulte. Et donc, sans aucun problème, avec l'accord de notre pharmacie, on a traité ces adolescents, quelques-uns, hein, c'est un petit nombre, par de l'arvoni sans aucun problème. Et avec de la riba? Non. Je crois qu'il faut quand même être vigilant. On va quand même pas mettre de la ribavirine chez les enfants, alors que ça marche sans ribavirine de la même façon. Il y a un tout petit peu de retard des études chez les enfants, c'est pas pour aller contre ce que vous dites, mais c'est un petit peu en retard par rapport aux études chez l'adulte. Donc ils ont transposé chez l'enfant les études qu'on faisait chez l'adulte il y a 2 ou 3 ans, vous voyez. Mais bon, vous l'avez bien vu, chez l'adulte, clairement la ribavirine, elle est enterrée, elle sera enterrée également chez les enfants, c'est clair. Okay, merci. Moi j'avais une question. Et on a parlé un peu du vaccin contre l'hépatite C. Finalement, il n'y a pas eu vraiment d'études à Boston. Je crois qu'on avait parlé un peu avec Victor déjà sur ça. Mais qu'est-ce que vous pensez vraiment d'un vaccin contre l'hépatite C? Alors Frédéric le sait, mais je fais un petit cocorico. Thomas Baumert est venu rejoindre l'équipe. Il dirige une unité INSERM exclusivement consacrée à l'hépatite C. Son objectif, c'est le vaccin contre l'hépatite C. Il avance, ça fait 10 ans qu'il est à Strasbourg, il avance, il me dit toujours qu'il continue à avancer, et je le crois, c'est un chercheur remarquable, hein, mais on n'a aucune donnée là, et je pense que le vaccin, il faudra encore un tout petit peu de temps pour mettre au point ce vaccin. Il y a beaucoup d'immunologie encore à faire, et ce n'est pas uniquement de la virologie. Je sais qu'il s'aide beaucoup des immunologistes à l'heure actuelle, mais je pense qu'il faut encore attendre quelques années. Mais quand on parle d'extinction de l'épidémie C, de l'hépatite C chez nous, si on veut parler d'extinction de l'épidémie à l'échelon mondial, il faudra passer par le vaccin. Encore faudra-t-il, et j'ai souvenir quand il y avait le vaccin contre l'hépatite B, on disait dans les années 81, c'était au début, qu'il faudrait la dose du vaccin à $1 pour pouvoir le diffuser. Je pense qu'on en est loin quand on voit encore le prix du vaccin dans notre pays. Hein. Et la mise au point d'un tel vaccin, je ne sais pas, mais je pense que c'est encore quelques années. Mais il ne faut pas abandonner la recherche là-dessus, clairement. Il ne faut pas abandonner la recherche. Une question, je veux juste rappeler que cette semaine, on nous a déclaré qu'il y avait un vaccin de l'hépatite B qui avait arrêté sa commercialisation en France, ce que je trouve parfaitement scandaleux. Et voilà, c'est pas les traitements dans les pays riches et les vaccins dans les pays pauvres, c'est les deux partout. Oui, voilà, ça c'était une réflexion perso. J'avais envie de te poser une question sur l'accès au traitement de l'hépatite C. On a tous de façon anecdotique aujourd'hui, et je vois quel message tu veux qu'on donne nous à SOS Hépatite, on a tous des patients qui sont dans le refus.
qui viennent et qui ont été dépistés, qui arrivent, etc., qui disent non, moi le traitement, je veux juste que vous me disiez que j'en ai pas besoin, quoi. Et devant cet élan de dire on traite tout le monde, quelle est la place du refus pour le patient? Est-ce que le patient a encore le droit de dire non? Et comment est-ce qu'on doit l'entendre? Est-ce qu'on doit le violer? Est-ce qu'on doit l'attacher, le traiter de force? Enfin, je veux dire, j'exagère, mais je vous rappelle qu'au début du siècle, pour lutter contre l'épidémie de tuberculose, on avait quand même décidé que la loi autorisait à traiter les gens contre leur gré. On les privait de leur droit individuel pour les traiter. Comment tu voudrais, enfin, qu'est-ce que tu imagines faire face à ces patients qui se refusent? Alors là, je parle du refus du soin, mais il y aura aussi derrière la question du refus du dépistage. On a bien vu qu'il y a plein de gens qui se savent ayant eu des comportements à risque et qui ont peur de se faire dépister parce qu'ils savent bien que leur vie va basculer, qu'ils vont être embarqués dans autre chose. Donc, est-ce que tu crois qu'on doit faire du counseling, de rassurer, d'expliquer? Qu'est-ce que tu attends des SOS Hépatite face à ces patients récalcitrants? Alors, des patients récalcitrants, c'est exceptionnel. Des refus de traitement, je ne sais pas si tu en as eu beaucoup. Moi, j'en ai eu personnellement 2. Et je crois que cette année, on va arriver à 800 traitements au niveau du service expert pour l'ensemble de la région. Donc, 2 refus. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Quand je l'ai eu, je dois dire que l'âge, moi, n'est plus une limite, comme pour beaucoup. Si les gens ont 80, j'ai même soigné, je le dis affectueusement, une mamie de 92 ans qui était en pleine forme, qui m'a dit, vous êtes sûr? Mais j'ai dit, on va vous enlever le virus et puis vous serez tranquille. Elle était F3. Je n'y ai pas tout à fait, j'ai un petit peu menti sur le risque peut-être de carcinome hépatocellulaire, mais je me dis, si elle vit encore 10 ans, à 92 ans. Donc vraiment, le refus du traitement, c'est exceptionnel. Si j'ai un malade qui refuse, j'essaye de le persuader, mais jamais de le contraindre. Je lui explique les choses. Je lui dis, vous revenez à la consultation dans 3 mois. Il n'y a pas d'urgence, sauf s'il est vraiment F4. Et les refus que j'ai eus, c'était 2 F2. C'était même pas des F4. Alors, des refus de dépistage, c'est 1%. Dans les XAPA, on a quand même maintenant. Alors, on est un petit peu déformé parce qu'en fait, l'entrée dans le soin, il passe par le fibroscan. Donc, refus d'un test de dépistage. Une fois qu'ils ont eu le fibroscan, ils sont rentrés. On n'a plus de refus, pratiquement plus de refus. On en a eu, je crois, 2 au départ dans la maison d'arrêt. C'était un petit peu particulier, mais vous avez tous souligné la nécessité de bien informer le grand public. On a essayé de faire ça à plusieurs reprises avec SOS. C'est les financements qu'il faut trouver. On avait eu des financements de la sécurité sociale, on a fait des opérations dépistage au niveau de la foire européenne, des choses des manifestations auxquelles SOS Hépatite a été associé. Mais je crois que le refus du dépistage, c'est vraiment, on est à la marge, à la fois pour le refus du traitement et le refus du dépistage. C'est mon expérience, je ne sais pas si Victor, tu as une autre expérience ou... Alors là, je te rejoins complètement pour le XAPA. Dans un XAPA, quand ils arrivent par le fibroscan, c'est 100% d'acceptation du dépistage. Là où il y a des différences dans nos régions, c'est dans les traitements. Alors je peux dire, 1000 km plus loin à Bordeaux, je n'ai pas une consultation, j'ai un patient qui refuse. Alors c'est un profil très... D'abord, les gens me disent, mais ça fait 20 ans que vous me dites que je suis F0F1, qu'il ne faut pas me traiter. Maintenant que vous voulez me traiter, et c'est vrai que je leur dis ça depuis 20 ans. Et c'est un profil d'une femme d'un certain âge, qui a plus de 70 ans, qui va très bien, qui a été contaminée par transfusion il y a 30 ou 40 ans, et qui n'a absolument pas envie de traitement. Et comme elle n'a pas de fibrose et qu'elle a un fibroscan qui est bien stable, j'accepte, je discute avec elle, et je leur dis, on en reparlera l'année prochaine, et je la revois de toute façon tous les ans. Et probablement que dans 2-3 ans, ils accepteront. Ça ne m'inquiète pas du tout. Ça m'est arrivé une fois, par contre, d'une femme qui a refusé alors qu'elle était cirrhotique. J'ai essayé de la convaincre, je crois que je vais y arriver. Il m'en fallu plus d'1 an. Je crois que le message important, et Victor vient de le souligner, c'est que si un patient refuse le traitement, il faut continuer à le suivre. Il ne faut pas le laisser partir dans la nature, surtout pas. Daniel, un dernier mot? Oui, il y a une donnée que je n'avais pas, mais qui est importante, c'est que finalement, l'incidence du carcinome hépatocellulaire pourrait être la même chez les gens à une NASH qu'ils aient une cirrhose ou pas de cirrhose. Alors, je ne sais pas si ce résultat est confirmé par d'autres études, mais aujourd'hui, quelle est la règle de dépistage du carcinome hépatocellulaire chez les gens qui ont une NASH? Est-ce que la FEF s'est penchée sur cette recommandation-là? Qu'est-ce qu'on fait si cette donnée est exacte? Tu vois qu'il y a autant de cancers dans les NASH avec peu de fibrose, qu'est-ce qu'on fait?
Alors effectivement, il n'y a pas de différence significative, mais de mémoire, le petit p, il est à 0,10. Enfin bon, c'est quand même des populations importantes. Alors moi, en pratique, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, j'attends qu'ils aient une cirrhose, mais je dois dire que ce papier m'a interpellé, et je me dis, il faudra trouver probablement une population de NASH à risque. Il faudra qu'on définisse les facteurs associés au risque de CHC chez les patients qui ont une NASH sans cirrhose. Est-ce que le fibroscan va avoir une valeur pronostique, etc. Il y a probablement des facteurs à étudier. Ça n'a pas été fait, là. C'est purement une méta-analyse. Et c'est important, je pense, de définir une sous-population de NASH sans cirrhose à risque de carcinome hépatocellulaire. Il ne faut pas les plus faciles à qui à faire les échographies, les fibroscans, on est d'accord. Ça, on va se heurter aussi aux pannes techniques de la oui, on a une bonne sonde maintenant. Je dois dire que Florence, qui nous fait... Elle a plus d'échecs, notre infirmière, pratiquement. Même chez des bons gros Alsaciens. C'est pas péjoratif. Merci. On est juste dans le timing. Il y a eu comme des études qui démontraient que les toxicomanes sont aussi compliants que tous les autres patients. Et je pense qu'il faut le répéter. Oui, ça je vous rejoins complètement. Ils sont complètement compliants au traitement, ils sont observants également, et je dois dire que là, maintenant, on commence à avoir un certain recul. Chez nous, ils sont pris totalement en charge par l'Exapa. Et donc, on intervient, le service expert, s'il y avait une difficulté au cours du traitement, on n'est pratiquement jamais sollicité. Et si on continue l'éducation thérapeutique avec eux, le taux de réinfection est moindre. Il y a quand même un message important à passer. On est d'accord là-dessus. Merci à tous, merci Michel pour ce retour de la SLD. Je vous invite à aller à la pause repas. Alors pour ceux qui sont inscrits au repas, ça se passe au restaurant, au rez-de-chaussée. Et pour les autres qui ne sont pas inscrits, il y a un self si ça leur dit, ou ailleurs, ou dehors, où ils veulent. Donc on reprend à 13h50. Voilà, vous avez une bonne heure et quart au moins.